Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes livres préférés. Si ce n'est mon livre préféré et que comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai beaucoup annoté, beaucoup relu, L'éducation sentimentale de Flaubert. Donc L'éducation sentimentale de Flaubert, c'est un livre qui a été publié en 1869. C'est un livre qui a été relativement mal reçu lors de sa parution et qui a par la suite été vraiment adoubé par l'ensemble du monde littéraire et considéré comme l'un des joyaux du modernisme en littérature en quelque sorte. Et c'est un roman extrêmement ambitieux, aussi bien par le temps de rédaction qui a été le sien, par la taille du roman lui-même, par les sujets qui sont abordés, par la construction narrative, par les différentes couches que l'on peut trouver dans ce roman. C'est un roman qui est à la fois une fresque sociale, une fresque historique, mais pas que. Alors en effet, Flaubert voulait dépeindre les mœurs d'une jeunesse, les mœurs d'une époque. Donc on peut effectivement retrouver et s'appuyer et se concentrer sur la dimension presque sociologique de ce roman, sur la dimension historique, parce qu'il y a de longs pans de description et d'action également qui font référence aux événements historiques. On peut aussi s'intéresser aux critiques des personnages types qui sont le plus souvent critiqués par Flaubert de manière négative et ironique. On peut donc se concentrer sur tout ça. Voilà, L'éducation sentimentale, c'est un roman ironique qui dépeint les mœurs d'un temps, d'une époque, et il y a des personnages qui sont perdus entre les pentes de l'histoire et qui errent comme cela en se côtoyant, en créant des relations éphémères qui se défont, se refont, qui ne se font souvent qu'à moitié. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment occulter la composante amoureuse de ce roman. Certains pensent qu'y voir un roman d'amour, c'est totalement se tromper. Moi, je ne pense pas. Je pense que ce qui serait se tromper avec l'œuvre de Flaubert, ce serait de n'y voir qu'une seule chose. De n'y voir qu'un roman de mœurs, de n'y voir qu'un roman d'amour, de n'y voir qu'une fresque historique ou de n'y voir qu'un sublime exercice d'ironie et de stylistique littéraire. Pour moi, Flaubert, en tout cas dans ce roman, mais dans la majorité, dans toutes ses œuvres j'ai envie de dire, mais dans ce roman en particulier, nous propose une œuvre qui est totalement protéiforme et qui peut se lire de toutes les manières possibles. Et c'est lorsqu'on superpose ces différentes grilles de lecture, à mon sens, qu'on comprend et qu'on ressent vraiment la beauté et le génie de l'éducation sentimentale. Ce qui est extrêmement intéressant, il me semble, dans l'œuvre de Flaubert et tout particulièrement dans l'éducation sentimentale, et ce qui moi me touche énormément, c'est ce va-et-vient permanent, cette instabilité entre une sorte d'affection, je vais y arriver, une sorte d'affection pour les personnages et à la fois un regard extrêmement critique et mordant, une sorte de renoncement et de dénonciation du romantisme, du sentimentalisme bien sûr également pour l'éducation sentimentale qui est un terme à l'époque extrêmement péjoratif, et également le côté clairement autobiographique quand même qui fait qu'on sent très bien en réalité l'indécision du personnage principal qui est Frédéric, mais également derrière l'indécision de Flaubert, c'est-à-dire qu'à mon sens chaque personnage est à la fois aimé et détesté, abhorré par Flaubert. Chaque élan amoureux est à la fois une dépiction extrêmement acerbe et effectivement ironique de ce sentiment amoureux, de ces effusions qui peuvent sembler extrêmement sentimentales et inspirées, et qui peuvent renvoyer au bovarisme qui vient du coup de Madame Bovary bien sûr, mais qui sont également de réels et purs élans de l'âme et qui n'échappent pas à une certaine forme de vérité, à une certaine forme d'admiration. On ne peut pas nier le fait que l'éducation sentimentale, dans son intrigue amoureuse, s'inspire énormément de la vie de Flaubert, d'un fait qui avait déjà été mis par écrit dans des œuvres de jeunesse, Mémoires d'un fou et Novembre, et qui raconte en fait l'histoire d'un coup de foudre qu'a eu Flaubert pour une femme, Madame Schlesinger, qui était mariée à l'époque, qui était plus vieille que lui, donc Madame Arnoux, voilà. Et il l'a rencontrée sur la plage, il a effectivement ramassé son châle, la rencontre avec Madame Arnoux sur le bateau. Pour ceux qui n'ont pas lu L'éducation sentimentale, là vous vous demandez de quoi je parle, mais c'est la rencontre iconique, j'ai envie de dire une des plus belles rencontres amoureuses qui à la fois recèle cette beauté incroyable et à la fois peut être tellement décortiquée pour être
vu comme une dénonciation d'un tableau, d'un topos littéraire qui à la fois est totalement déjoué par la fin où on se rend compte que ce jeune homme qui est un petit peu alors ridicule, maladroit, touchant, les trois à la fois, et qui est là en train d'observer cette femme qu'il ne s'est pas mariée, et pour qui il éprouve instantanément une sorte d'adoration presque religieuse, j'ai envie de dire, et bien ça se finit par quoi? Ça se finit par le mari qui pénètre, qui remonte et qui appelle sa femme. Mari que le personnage Frédéric a déjà rencontré auparavant. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un roman extrêmement complexe et que je pense, pour moi, c'est l'une des plus belles histoires d'amour. Pour moi, c'est l'une des plus belles histoires d'amour parce que, si vous voulez, c'est quand même assez... Si on devait compter, alors je ne l'ai pas fait, ce serait intéressant de le faire, mais si on devait compter en fait les passages où se retrouvent vraiment Madame Arnoux et Frédéric ensemble, dans la totalité de ce roman, ils ne sont pas si nombreux que ça. Frédéric a d'autres relations, Madame Arnoux est mariée, l'amitié occupe une place extrêmement importante dans ce roman, ainsi que, comme je l'ai dit, les événements historiques et politiques, même si pour Flaubert la politique c'est mort comme la religion, mais ça occupe peu de place en réalité. Et je vais pas vous spoiler, mais factuellement, il se passe très peu de choses. Et pourtant, ça inonde le roman. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement fort et frappant et magnifique dans l'écriture de Flaubert, c'est cette dissolution, c'est cette évaporation du sentiment amoureux et de Madame Arnoux et des pensées amoureuses de Frédéric qui inonde absolument tout le roman. Et donc, dans les descriptions de Paris, dans les moments d'ennui, dans les moments de vide, dans les moments d'amitié, dans les moments de renoncement, dans cette trajectoire un petit peu atypique qui est celle d'un personnage qui se retrouve pris dans un roman de formation qui n'est pas vraiment un roman de formation, on retrouve partout cet amour, à mon sens, et c'est ça qui rend cette histoire aussi belle, je pense, vraiment. J'aime énormément ce roman pour la plume de Flaubert qui est quand même incroyable, la construction narrative est absolument magnifique, les jeux d'écho sont absolument magnifiques. Bon, Flaubert est vraiment connu pour ça, mais effectivement les différentes focalisations et les formes de discours indirect libre qui font qu'il y a parfois une confusion et également une sorte de j'ai envie de dire comment dire, pas de véracité, mais si vous voulez, ça paraît parfois très brut, très pris sur le moment, très pris sur l'instant. Le côté tellement vrai, honnêtement, je trouve que Flaubert est un génie pour ça, tellement vrai des émotions. C'est-à-dire que l'un des moments, je peux pas vous spoiler, mais il y a vraiment un moment où, si vous voulez, Frédéric... Bon allez, si je vous spoil, bon c'est pas grave. Il y a un moment en fait où, si vous voulez, Frédéric sent qu'il va réussir à avoir ce rendez-vous amoureux avec Madame Arnoux absolument incroyable. Il a loué une chambre qu'il a décorée pour elle en pensant à elle, il y a pensé toute la semaine, il a réfléchi à toutes les hypothèses, et si elle arrivait de ce côté-là de la rue, est-ce qu'elle va être en retard parce que si elle prend tel chemin, ou si se passe tel événement avec la foule, et donc il attend, il est en avance, il attend, et ce qu'il espère également c'est la concrétisation un peu plus charnelle de cette relation. Et en fait Madame Arnoux ne vient pas, alors je vais pas vous dire pourquoi elle vient pas, mais elle ne vient pas, et il attend, et effectivement elle ne vient pas, et donc dans un pur moment de désespoir et à la fois de désespoir, de déception et de vengeance aussi, il invite une autre femme dans cette chambre et il a une relation avec cette autre femme dans la chambre et il pleure en fait après cette relation et il pleure donc tout seul sur son oreiller en pensant à ce que ça aurait dû être, en pensant à ce que ça aurait pu être. Et je sais pas, mais je trouve ça juste extrêmement fort, extrêmement poignant, et si vous voulez, la touche mordante de Flaubert, c'est que la femme à côté de Frédéric se retourne vers lui et lui dit « Mais qu'est-ce que tu as, tu pleures ?» Et lui répond quelque chose du genre « Je t'ai tellement désiré » ou « Je suis tellement content d'enfin avoir pu partager ce moment avec toi. » Et ça résume à mon sens vraiment un petit peu l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des événements, une morale,
Alors là, c'est pour des raisons de morale et pour des raisons X que Madame Arnaud ne peut pas venir, mais on pourrait imaginer l'histoire tout simplement, voilà, et la société en règle générale. Et puis il y a ce côté totalement désabusé de Flaubert dans le fait que Frédéric invite une autre femme, et puis ce côté acerbe, mordant, ironique dans la réponse qui en est faite, et dans un petit peu le côté trompeur et menteur de ce jeune homme avec cette autre femme, et donc un regard très critique porté sur les relations. Et en même temps il y a cette pureté derrière où il y a toute cette innocence et cette naïveté presque qui le conduit à préparer cette chambre magnifique, et puis après qui le pousse quand même à pleurer. Et c'est cette incroyable dualité, c'est même plus qu'une dualité d'ailleurs, qui fait que les personnages de Flaubert sont tellement attachants, tellement profonds et vrais, que son écriture l'est également, et que quand on lit un livre de Flaubert, on a réellement l'impression de plonger dans un monde qui se suffirait à lui-même. Et c'est cette richesse, cette densité, je trouve, de l'écriture chez Flaubert qui fait de ses œuvres des œuvres vraiment à part et incroyables. J'aime également énormément, en fait, c'est la non-réalisation un petit peu de cet amour, ou en tout cas une réalisation qui n'est pas celle que l'on attend ou celle que l'on voit traditionnellement, et qui permet de préserver une sorte d'absolu. Alors certains diront que la fin est une fin qui vient casser l'absolu. Moi, je ne pense pas spécial, je ne suis pas vraiment convaincue par cette lecture-là, et je pense que ce qui est également très intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez en apprendre beaucoup sur celles ou ceux qui lisent l'éducation sentimentale dans la manière dont ils reçoivent ce roman. Mais voilà, je fais partie de ceux qui voient une préservation de l'absolu, le fait que ça se finisse encore sur ce duo très fort amical entre les deux, entre Frédéric et son meilleur ami, je pense, qui semble bloqué dans une sorte d'atemporel. Je pense qu'il y a là un fort message en réalité, et je pense qu'il y a le fait d'une non-réalisation de certaines choses qui permet de conserver un absolu, qui permet de conserver une sorte d'illusion. Alors certes c'est une illusion, mais en même temps c'est une illusion pour laquelle on travaille, c'est une illusion pour laquelle on attend des années. Est-ce qu'on peut se contenter de balayer ça d'un geste de la main et de dire que c'est une illusion quand on sait tous les renoncements, quand on sait tous les efforts qu'on y a mis, quand on sait tout le temps qui a passé? Moi je ne pense pas, tout simplement, très honnêtement. Donc c'est pour ça que cette histoire me touche, et dans sa distance, dans sa pureté, dans sa préservation, comme j'ai dit, de l'absolu. À mon avis, l'éducation sentimentale, c'est un roman qui peut se lire dans un triptyque avec Le Lys dans la vallée de Balzac et Aurélien d'Aragon. Et je pense aussi que c'est vraiment une réflexion extrêmement intéressante sur le vide. Alors le vide parce que... ou le vide ou le flou. Je pense que vraiment Flaubert a une écriture du flou, c'est-à-dire dans une certaine forme presque de synesthésie par moment, la description très sensuelle des éléments où tout semble se fondre. Il y a beaucoup de descriptions de l'eau, surtout à des moments qui sont censés exprimer une certaine sensualité. Tout ça, ça concorde, ça participe d'une création du flou. Et c'est effectivement ce vide et ce flou qui permettent aux personnages, en tout cas à Frédéric et à Madame Arnoux, de ne pas salir leurs idées avec le monde plus concret. Et c'est pas pour autant qu'ils laissent passer leur vie, en tout cas Frédéric, c'est pas pour autant qu'il laisse passer sa vie, parce qu'en fait Frédéric a d'autres aventures, Frédéric évolue socialement, Frédéric obtient un héritage, il fait des études qu'il abandonne, mais voilà, c'est une forme d'action. Il va vivre. Il va vivre. Beaucoup de gens disent que c'est le roman d'un échec, que Frédéric n'avance pas, qu'il n'y a aucune progression. Je suis absolument en désaccord avec ça. C'est la forme, c'est une autre forme d'avancement. C'est une forme d'avancement qui effectivement n'est pas idéale, qui effectivement n'est pas féconde peut-être. Mais en tout cas, c'est pas du tout une forme d'inaction et d'immobilisme. Frédéric n'est pas immobile. Frédéric apprend à tromper, Frédéric apprend à parler en société, Frédéric apprend à manipuler et à créer des relations avec les femmes, Frédéric se dispute et revient avec ses amis. Il y a des tas de choses qui se passent. Donc je pense qu'il faut vraiment éviter, avec ce magnifique roman, une lecture trop univoque, qui en fait nous empêche vraiment de saisir, si c'est possible, une globalité de ce merveilleux roman. Donc je vais finir comme toujours en vous lisant un petit passage de l'éducation sentimentale, comme d'habitude. Cette fois-ci, je ne vais vraiment pas faire très original, je vais vous lire la rencontre entre Frédéric et Madame Arnoux. Ce fut comme une apparition. Elle était assise au milieu du banc, toute seule, ou du moins il ne distingua personne dans l'éblouissement que lui envoyèrent ses yeux. En même temps qu'il passait, elle leva la tête. Il fléchit involontairement les épaules, et quand il se fut mis plus loin, du même côté, il la regarda. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Ses bandeaux noirs
contournant la pointe de ses grands sourcils, descendait très bas et semblait presser amoureusement l'ovale de sa figure. Sa robe de mousseline claire, tachetée de petits pois, se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose, et son nez droit, son menton, toute sa personne se découpait sur le fond de l'air bleu. Alors je saute quelques lignes. Jamais il n'avait vu cette splendeur de sa peau brune, la séduction de sa taille, ni cette finesse des doigts que la lumière traversait. Il considérait son panier à ouvrage avec ébahissement comme une chose extraordinaire. Quels étaient son nom, sa demeure, sa vie, son passé? Il souhaitait connaître les meubles de sa chambre, toutes les robes qu'elle avait portées, les gens qu'elle fréquentait. Et le désir de la possession physique même disparaissait sous une envie plus profonde, dans une curiosité douloureuse qui n'avait pas de limite. Bon, et après il y a un moment très célèbre. Un long châle à bande violette était placé derrière son dos sur le bordage de cuivre. Elle avait dû, bien des fois au milieu de la mer, durant les soirs humides, en envelopper sa taille sans couvrir les pieds, dormir dedans. Mais, entraîné par les franges, il glissait peu à peu. Il allait tomber dans l'eau. Frédéric fit un bond et le rattrapa. Elle lui dit « Je vous remercie, monsieur. » Leurs yeux se rencontrèrent. « Ma femme, es-tu prête ?» cria le sieur Arnoux, apparaissant dans le capot de l'escalier. Donc là, voilà, on a vraiment le mari qui apparaît et qui vient un petit peu tout ruiner. Mais voilà, je pense que vous avez compris pourquoi c'est si beau. Et il y a un autre passage que j'aime énormément. Elle ressemblait aux femmes des livres romantiques. Il n'aurait voulu rien ajouter, rien retrancher à sa personne. L'univers venait tout à coup de s'élargir. Elle était le point lumineux où l'ensemble des choses convergeait. Et, bercé par le mouvement de la voiture, les paupières à demi closes, le regard dans les nuages, il s'abandonnait à une joie rêveuse et infinie. Donc voilà, si vous voulez un exemple de l'amour qui conduit à l'infini, je pense que vous en avez un. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous diriger vers ce livre, c'est une merveille. Et je vous dis à la prochaine.